Bienvenue à toutes et à tous aujourd'hui. Cette journée qui nous rassemble est probablement la 6e édition du Red Hat Forum. Et pour ma part, c'est la 3e année consécutive que j'ai l'honneur et le privilège et le plaisir de démarrer cette journée que nous allons passer ensemble et qui, je l'espère, va vous combler à tous les niveaux, puisque nous nous sommes employés avec toute l'équipe Red Hat, que vous pouvez repérer normalement avec leur chapeau, sauf que là, ils les ont enlevés. Mais tous, on a en équipe travaillé à faire de cette journée une véritable célébration de nos technologies, célébration de l'open source et également célébration de nos partenaires et célébration de nos clients. Je remercie aujourd'hui l'ensemble des partenaires grâce à qui nous avons pu faire cette journée. Vous voyez qu'ils sont nombreux sur ce transparent. Ils sont le double de l'an passé. Donc merci à vous, mesdames et messieurs, les partenaires présents dans la salle et présents dans le village en sortant de la salle au bout du couloir. Votre nombre témoigne de l'extrême vivacité de notre écosystème et de sa croissance permanente. Je remercie aussi tous les clients qui, bien évidemment, se sont dérangés pour venir nous voir aujourd'hui, mais tout particulièrement ceux qui nous font le privilège et l'honneur de venir témoigner des raisons de leur choix Red Hat, de la valeur que ça leur apporte, et de la façon dont ils ont mis en œuvre nos technologies. Et puis, qui mieux que nos clients peuvent parler de la valeur qu'apportent nos solutions? Il y a, selon nous, rien de plus crédible que des clients qui parlent à d'autres clients. Donc merci, mesdames et messieurs, qui êtes au premier rang aujourd'hui, de participer à cette journée. Alors, comme vous le savez, pour ceux qui connaissent cette pyramide, c'est la pyramide dite de Maslow, qui représente les besoins de l'humain, en partant à la base de la pyramide, les besoins les plus primaires, les plus physiologiques, manger, boire, dormir, se chauffer, jusqu'au haut de la pyramide, les besoins les plus sophistiqués, ceux de la créativité, de la résolution de problèmes complexes, des besoins les plus élevés. Eh bien, à cette pyramide de Maslow, qui représente aussi la motivation, plus on monte dans les couches de cette pyramide, plus la motivation croît avec. Eh bien, cette pyramide, aujourd'hui, à l'ère du numérique, du digital ou de tout ce courant du 20e et 21e siècle, c'est maintenant agrémenté de 2 nouvelles couches que vous reconnaîtrez facilement, le Wi-Fi et la batterie, qui sont devenues presque aussi importantes, voire plus importantes que manger, boire ou dormir, qui est la nécessité d'être ultra connecté en permanence. Donc, à cette occasion, je vous rappelle que nous avons développé une application mobile sur base de nos technologies qui vous permet à vous, clients et partenaires aujourd'hui, de vous promener dans cette application de façon à faire votre menu et décider d'où vous allez vous arrêter pour discuter de nos technologies. Alors, plus sérieusement, de quoi parle-t-on aujourd'hui dans les organisations? Puisque vous l'avez vu, le thème de cette introduction est délibérément placé sous la coupole de l'organisation. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de technologie toute la journée, mais l'organisation, les hommes et les femmes qui constituent les organisations, sont le socle incontournable sans lequel aucune modification, aucune transformation et aucune technologie, même rockstar, ne peut les remplacer. Donc, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui dans les entreprises? On entend parler de diversité de plus en plus. On entend parler de cohabitation entre les générations Y et les seniors, ou les millennials maintenant, qui sont dans toutes les bouches. On entend parler des start-up au sein des organisations. Je crois même que Airbus, tout à l'heure, en parlera. De la nécessité d'avoir dans les organisations des start-up, qui sont des petites bulles de créativité, d'agilité, de développement d'idées, de créativité. Et on parle aussi également de phénomènes un peu plus disruptifs.
On a entendu parler déjà depuis un certain temps des fintech. Maintenant, on entend parler des farmtech, qui révolutionnent le monde agroalimentaire. Et puis les XX-tech, puisqu'il y en a, je dirais, dans toutes les industries, et je dirais presque à toutes les sauces, entre guillemets. Alors, la presse se fait écho de l'open innovation. Vous n'avez pas pu y couper. On en entend parler dans la bouche d'Amadeus, on en entend parler dans la bouche de Orange, on en entend parler dans la bouche d'EDF, et on entend parler finalement dans la bouche de toutes les grandes entreprises, y compris les moyennes et les plus petites, de l'open innovation et de la transformation des entreprises. Ce qui m'a frappé la semaine dernière, c'est, certains d'entre vous y ont peut-être assisté, il y avait le trophée ICAC 40 des entreprises du numérique, les entreprises qui le plus investissent dans le numérique. Et c'est Engie qui a gagné ce trophée, et sa directrice générale, Isabelle Cocher, a déclaré, en recevant avec un grand sourire le trophée, et en disant finalement, chez Engie maintenant, nous devons absolument maîtriser le numérique. C'est aussi important de maîtriser le numérique que les métiers de l'énergie eux-mêmes. Donc on voit à quel point le numérique aujourd'hui a une emprise colossale sur nos quotidiens, même si nous sommes dans les technologies de l'information, et surtout si nous sommes dans les technologies de l'information. Alors, open source, open innovation, open organization. Quels sont ces mots et comment résonnent-ils dans nos esprits? D'abord, l'open source, c'est ce qui nous réunit encore aujourd'hui. Je dois dire que vous êtes de plus en plus nombreux. L'année dernière, vous étiez presque 500. Cette année, vous êtes presque 1000 inscrits. On saura à la fin de la matinée combien sont vraiment venus dans la salle participer à cet événement avec nous, mais on sent véritablement une vague de fond, un élan vis-à-vis de l'open source. L'open sourcing, en fait, c'est un processus de créativité, un processus de création qui invite tout individu à collaborer, à participer à un code et à collaborer. Et de cet esprit open source sont arrivées des déclinaisons, notamment l'open innovation, qui est l'open innovation finalement la capacité pour les organisations à déverrouiller des gisements de valeur de façon à y trouver des sources de performance, de compétitivité, de changement, etc., etc. Et l'open organization, elle, est arrivée un petit peu plus tard, et elle s'inspire évidemment de ces concepts d'open source, de collaboration, d'ouverture, de partage et de transparence. Alors, revenons un petit peu sur la sémantique et les mots-clés de l'open organization. Il y en a plusieurs qui caractérisent l'open source et l'open organization, mais pour ma part, j'en ai sélectionné 3 sur lesquels je souhaitais zoomer un petit peu plus ce matin. Le premier, c'est la méritocratie. La méritocratie, dans l'univers de l'open source et dans l'univers des open organizations, c'est un fondamental. De quoi s'agit-il? Il s'agit de dire que ça n'est pas forcément le plus gradé qui a raison. Il s'agit au contraire de dire que dans les organisations comme dans l'univers open source, ce sont les meilleures idées qui l'emportent. C'est très puissant. Le deuxième mot-clé qui retient mon attention ce matin, c'est la collaboration. C'est la collaboration sans laquelle le processus de création, le processus de construction, y compris le processus de déconstruction pour mieux reconstruire, est essentiel pour arriver à des organisations qui sont plus performantes, plus compétitives et qui affrontent mieux les défis du XXIe siècle, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Et enfin, la transparence, puisque ces 2 premiers mots-clés, sans la transparence, ne pourraient pas exister. Et la transparence, c'est tout simplement dire ce que l'on pense, oser le dire, et être dans des organisations qui accueillent la transparence, qui accueillent le franc-parler, de façon à les intégrer comme étant des meilleures pratiques, de façon à mieux progresser. Alors, si je symbolise mon organisation pas open sur la droite de ce transparent, et qui est un petit peu caricatural, et qui est symbolisé par un monsieur avec une cravate, je repère d'ailleurs ce matin dans la salle assez peu de cravates. Tiens, comme c'est drôle. Eh bien, donc, notre monsieur sans cravate, à la droite de ce slide, que dit-il?
Il n'est pas dans une open organization, c'est un peu caricatural, je le concède. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il me dit, moi, je ne suis qu'un employé, on me dit ce qu'il faut faire, j'exécute, je suis en mode réactif, c'est le chef qui a raison, et de toute façon, c'est le global qui décide, et nous, sur le terrain, on n'a qu'à exécuter. Bon, est-ce que vraiment c'est motivant tout ça? Je vous laisse apporter les propres réponses. Sur la droite, au contraire, c'est symbolisé par quelqu'un qui, vous pourrez l'imaginer, est en jean et en basket plutôt qu'en cravate, et qui, lui, participe à une open organization, et qui, lui, se dit, mais moi, ce qui me plaît le plus, c'est dans mon entreprise, les processus d'abrasion créative. Qu'est-ce que c'est que ça, l'abrasion créative? Eh bien, l'abrasion créative, c'est la capacité à construire, déconstruire, reconstruire. Et ce processus-là, c'est un processus de créativité. Et plus on l'encourage, meilleur on est, plus performant on est. De la même façon, je pense que moi, simple collaborateur, je peux contribuer et j'ai le pouvoir de faire changer les choses. Donc vous voyez la différence entre cette non-open organization sur la droite et cette open organization sur la gauche, la différence de résultats qu'on peut attendre de chacune d'elles. Et bien sûr, c'est le modèle ouvert qui va permettre cette open organization. Ici, dans le modèle ouvert, ça s'oppose au modèle hiérarchique que vous avez en bas à droite de ce transparent, qui est le chef, les sous-chefs, les sous-sous-chefs, etc. Et bien que ça arrive aussi dans les open organizations, hein, ce qui est important, c'est les courants de pensée, c'est les courants de travail, c'est le travail de l'équipe. Et donc, dans le modèle ouvert, on voit que toute cette création, toutes ces énergies, toute cette collaboration crée ce fluide que j'ai voulu représenter ici sur le transparent, ce fluide de créativité et ce fluide de changement. Alors, est-ce que l'open organization est une utopie? Vous me direz. Ah, voilà. Vous me direz, non, ça n'est pas utopique. Pourquoi n'est-ce pas utopique? Tout simplement, Red Hat en est l'incarnation. Et parmi d'autres entreprises, ici, dans cette salle, bien évidemment. Red Hat, on a été créé en 1993, coté en bourse en 1999, et depuis cette cotation en bourse en 1999, appliquant les concepts de l'open organization et les concepts de l'open source, il n'y a pas eu un trimestre où nous n'avons pas eu de croissance. Aujourd'hui, Red Hat, nous sommes presque 10 000 employés dans le monde. Nous sommes en France presque 200 à vous accueillir aujourd'hui. Nous avons un chiffre d'affaires qui a dépassé les 2 milliards, une capitalisation boursière qui a dépassé les 13 milliards. Donc l'open organization, non, c'est résolument pas une utopie. C'est une réalité et cela a des vertus. Vous pourrez consulter le livre de Jim Whitehurst, qui est notre président, qui, venant de Delta Airlines, une entreprise assez classique, je dirais, a découvert en arrivant chez Red Hat les vertus de l'open source et les vertus de l'open organization. Il en a écrit un livre que je vous invite à trouver sur Amazon. Et je vous rassure, le prix que vous paierez ce livre est reversé intégralement à des organisations open source, évidemment. Et dans ce livre, de quoi parle-t-il? Il parle d'exemples concrets de la réalité d'une entreprise qui applique les concepts de l'open organization. Et l'un d'eux, que nous appliquons dans les équipes par devers le monde et notamment en France, c'est ce qu'on appelle le Open Decision Framework. En français, dans le texte, le Canva pour prendre des décisions ouvertes, et qui est un processus de prise de décision absolument inclusif de toutes les idées, de toutes les composantes, de tous les hommes et les femmes qui constituent l'équipe, de façon à en tirer la meilleure décision possible pour l'équipe et pour la performance. Alors, dans ces organisations, bien évidemment, les leaders ont un rôle très important à jouer. Les leaders jouent un peu le rôle de thermostat. Ils régulent les énergies, ils fédèrent les idées, ils doivent être passionnés, ils doivent être sincères, ils doivent être disponibles et ils doivent surtout vénérer le travail en équipe. Cette maxime que nous attribuons à Gandhi se retrouve dans tous les bureaux de Red Hat par devers le monde. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'open source, ou les gens qui sont différents, au début, on les a ignorés. Ensuite, on s'en est un petit peu moqué. Ensuite, on a commencé à les combattre. Et pour finir, on a gagné. Cela symbolise vraiment le combat de l'open source et le combat de Red Hat depuis sa naissance. Alors aujourd'hui, vous allez trouver, nous l'espérons, un condensé,
un florilège de toutes les innovations possibles que Red Hat met à disposition de ses clients et partenaires, par la voix de nos chers clients, par la voix de nos chers partenaires dans cet espace. Et le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que vous trouviez dans les yeux, au-delà de la crédibilité bien sûr, c'est que vous trouviez dans les yeux des rédacteurs et des rédacteuses de la salle, ce qui nous anime le plus, c'est la passion. Je vous remercie.